BFM Business, l'heure H, le rendez-vous du Cercle des économistes. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce rendez-vous du Cercle des économistes avec un invité, celui qui a eu toutes les attentions des principaux candidats à l'élection présidentielle, François Asselin, le président de la CGPME. François Asselin, bonsoir. De la CPME. La CPME, vous voyez, ça y est, je suis tombée dans le piège. La CPME, parce que maintenant c'est comme ça que ça s'appelle la CGPME. Exactement. Merci d'être avec nous. Vous allez vous raconter un peu votre folle journée et puis en face de vous pour vous cuisiner, vous interroger pour savoir si vos 89 propositions tiennent la route. Dominique Roux du Cercle des économistes. Bonsoir Dominique Roux. Et Emmanuel Le Chypre de BFM Business, bien sûr. Bonsoir Emmanuel, qui se lance sans sa cravate. On va voir s'il est meilleur et plus pertinent comme ça. François Asselin, comment est-ce que ça s'est passé aujourd'hui? Donc alors attendez, vous avez eu Marine Le Pen, François Fillon, Emmanuel Macron, Nicolas Dupont-Aignan, mais par contre à gauche vous avez eu personne. Alors nous avions invité tout le monde, puisque notre rôle, nous en tant que corps intermédiaire, en tant que syndicat patronal, c'est d'être en dialogue avec l'ensemble de l'échiquier politique. Donc Monsieur Hamon était invité, il nous a répondu que pour un problème d'agenda, il ne pourrait pas venir dans nos instances. Quant à Monsieur Mélenchon, on attend toujours sa réponse. D'accord, ok. Ça vous a surpris? Un petit peu, parce que vous savez, nous, dans nos entreprises à taille humaine, on est habitué à parler des choses qui ne sont pas en accord avec ce que l'on pense. Et pourtant, sans être d'accord, on arrive à avancer. Donc, ça veut dire que les petits patrons sont forcément de droite, voire d'extrême droite? Absolument pas. Absolument pas. C'est-à-dire que les petits patrons sont avant tout les grands patrons de petites entreprises, sont avant tout des gens pragmatiques et sont attachés à des choses qui fonctionnent. Voilà. Alors, s'il y a des idées aussi bien sur l'échiquier à gauche politique, à droite, qui fonctionnent, je pense qu'ils s'en feront, bien sûr, ils auront un accueil positif. Emmanuel Le Chypre. Ce qui est étonnant, c'est quand même que si on balaye tous les programmes, le chouchou de tous les programmes, c'est quand même la PME. C'est-à-dire que, y compris dans les programmes de Benoît Hamon et de Jean-Luc Mélenchon, même si par ailleurs il y a des dispositions... Vous êtes au cœur des débats, même si c'est totalement factice. Qui évidemment ne plaisent pas aux chefs d'entreprise, mais quand même, globalement, même dans ces programmes, la PME est épargnée ou cajolée d'une certaine façon. Même dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, il distingue bien les PME et il reprend un peu la phrase d'Arnaud Montebourg, la France, paradis des multinationales et enfer pour les PME. Mais Dominique Roux, après François Asselin, vous pourrez répondre, oui, ça y est, ils sont partis, ils ont envie aussi de vous poser des questions. Oui, mais tout simplement, pour corroborer ce qui vient d'être dit, c'est un emploi privé sur deux est dans une PME. Donc c'est énorme. Et 99,9% des entreprises sont des PME ou des TPE. Et surtout, 6 jeunes sur 10 ont envie de créer leur entreprise. Ce qui est énorme, 6 sur 10. Peut-être parce que la situation de l'emploi est difficile, mais néanmoins, il y en a 6 sur 10. Est-ce que ça vous amuse quand même, François Asselin, d'être un peu au cœur, comme dit Emmanuel et Dominique Roux, d'être un peu au cœur? Est-ce que vous êtes lucide? Parce que c'est quand même là, on est dans la politique pur jus, non? Vous voyez, cet échange est très intéressant parce qu'on constate que nous sommes un géant économique. C'est-à-dire que la moitié des emplois dans le secteur marchand sont dans les PME, les TPE. 99% des entreprises sont des tailles moyennes et petites. Et pourtant, force est de constater que nous vivons un vrai paradoxe. Pourquoi? Parce que nos contraintes n'ont cessé d'augmenter au fil des ans, malgré toute cette bienveillance que nous avons sur l'échiquier politique de gauche comme de droite. Donc il y a un réel problème avec la PME. C'est-à-dire que tout le monde a envie de nous faire plaisir, mais finalement, personne ne nous comprend. Pourquoi? Parce que personne ne sait finalement comment fonctionne une PME et son chef d'entreprise. Parce qu'il ne faut surtout pas oublier qu'il ne faut pas séparer la personne morale de la personne physique. Pour le coup, il n'y a pas que vous, parce que malheureusement, la réalité de la vie depuis 25 ans en France, c'est que au quotidien, tout est de plus en plus compliqué, mais pour la PME, pour le citoyen lambda, alors que au-dessus, le régalien est de plus en plus fragilisé, et ce que veulent les gens aujourd'hui, c'est à la fois plus de liberté au niveau individuel, mais plus de protection au niveau régalien. C'est tout le défi. C'est un vrai sujet. Oui, on va rentrer là-dedans. Moi, j'ai juste une petite question. On a vu qu'avec le salon de l'agriculture, aujourd'hui, les jeunes agriculteurs, ils votent Le Pen. On a vu que les ouvriers, une grande majorité, votent Le Pen. Est-ce qu'une grande majorité des patrons de TPE, voire de PME, votent Le Pen aujourd'hui?
Je ne sais absolument pas répondre à cette question et je suis sincère quand je vous réponds comme On ça. le sait, si, il y a des sondages. Oui, il y a des sondages. Pour ça, Alors, regardez à travers les sondages, et a priori, la communauté des chefs d'entreprise, ce qu'on peut appeler les patrons patrimoniaux, vote d'une façon inférieure à la communauté des ouvriers, aujourd'hui, par rapport au Front National. Il y a eu un débat, parce que c'est la première fois que Marine Le Pen est invitée dans une organisation. Vous n'allez pas être la seule, parce que le MEDEF, c'est aussi la même chose. Est-ce que il y a eu un débat pour savoir si oui ou non il fallait recevoir Marine Le Pen? Absolument pas. C'est-à-dire que nous considérons que nous devons effectivement, je crois que c'est une grave erreur de mettre de côté Madame Le Pen, puisque c'est sur les débats qu'il faut confronter les idées. J'aime mieux vous dire que ce matin, ça n'a pas été plus facile pour Madame Le Pen que pour les autres candidats. L'applaudimètre, c'est qui? C'est François Fillon, non, d'après ce qu'on a vu? Alors François Fillon, effectivement, a été chaleureusement applaudi lors de son arrivée dans la salle. Après, sur les débats de fond, ça a été vraiment très intéressant. Je crois que chacun des candidats ce matin peut repartir satisfait des échanges qu'ils ont eus avec les chefs d'entreprise. Très sincèrement. Alors, Dominique Roux, oui. Hors sortie de l'euro, qui est quand même le programme d'apprentissage. Il y a toute une partie du programme de Marine Le Pen, qui est un programme assez raisonnable sur les suppressions des effets de seuil, des simplifications. C'est-à-dire que en ce qui concerne les PME, vous l'avez fort bien dit, que ça soit de la gauche voire de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, les PME sont plutôt choyées. Après, effectivement, il peut y avoir des aventures économiques où là, on est un peu plus dubitatif. Alors, vous fait vos 89 propositions. Dominique Roux les a un tout petit peu auscultées, balayées. Commentaire général et peut-être un ou deux points saillants. D'abord, je suis surpris de la qualité de votre travail. Je suis professeur, donc je note les copies. Je vous remercie, mais pourquoi seriez-vous surpris? Nous faisons toujours un travail de qualité. Parce que sur les PME, j'ai rarement trouvé un texte aussi fouillé, parce que non seulement vous parlez de la France, mais vous faites des comparaisons avec les pays voisins, avec le Royaume-Uni, avec la Belgique, avec l'Allemagne, pour montrer les différences, vous faites du benchmark, pour regarder si c'est mieux ici ou là. Et j'ai trouvé que c'était très bien. Et ces 89 propositions, moi je vous propose je vous conseille, même si je puis dire, de les publier sous forme de petites bouclettes et de les distribuer, pour que les gens sachent ce que c'est. Parce que pour l'instant, ça reste encore un peu pour des initiés et des économistes. Mais c'est pour ça que vous êtes tous là. Exactement. Exactement. Alors, merci de votre invitation. Il y a de très très bonnes choses, j'ai trouvé, pour ma part. C'est un excellent travail. Les 4 chapitres, on voit qu'il y a quelqu'un du marketing qui est passé, encourager, agir, accélérer, engager, tout ça, c'est bien foutu. On sait vendre quand on est patron de PME. Ben oui. C'est très bien foutu. Alors, un des grands thèmes qui sort, c'est la fiscalité d'abord. Ouais. Je crois qu'elle est valable pour à peu près toutes les entreprises et tous les Français. Cette fiscalité, et j'ai beaucoup aimé un de vos termes, c'est faire une fiscalité intelligente. Ça, j'ai retenu ce terme, et je pense qu'il peut s'appliquer à bon nombre d'autres activités en France. Une fiscalité intelligente. Alors après, vous prenez toutes les mesures fiscales qu'on pourrait faire pour que les PME s'en sortent mieux. Il y a les quantités aussi bien sur les impôts sur les sociétés, sur la rémunération du dirigeant, etc. Il y a plein de choses. Tout le monde le baisse, l'impôt sur les sociétés. Oui, dans les programmes. Oui, quasiment tout le monde le baisse. Dans les programmes, mais il faut encore. Et surtout pour les grandes entreprises. Les petites entreprises. Non, bien sûr. Il était sauf pour les grandes entreprises, justement, si on croit Benoît Hamon, mais il n'était pas là ce matin. Oui. Donc quand même, c'est la fiscalité qui me semble un des cœurs de et c'est normal, Le deuxième truc, alors on y reviendra, essentiel, c'est toutes les formalités administratives, le carcan administratif. Alors là, si on prend la liste sur les 89, il doit y avoir la moitié là-dessus. Bien sûr. Allant de la réforme du code du travail, en passant par l'apprentissage et la formation aussi. Voilà. En gros, il y a beaucoup de choses. Ah oui, mais il y a un point qui vous a déplu. On en dira un mot dans un instant. C'est le numérique, parce que vous êtes de là-bas. Moi, je suis tombé dans le chaudron du numérique et de l'internet et des télécoms depuis tout petit, si je puis dire. Eh bien, j'étais étonné parce que sur les 89 propositions, on parle un petit peu ici ou là du numérique, mais d'une manière allusive. C'est pas considéré comme un élément fondamental. Et d'ailleurs, en matière de vente à distance par le biais numérique, la France est 13e en Europe. Ça veut dire qu'on n'est pas dans les meilleurs.
Et ça, vous l'avez un peu une idée. Merci Dominique. Non, c'est vrai, en plus c'est un point très important et on voit bien qu'il ne faut pas attendre, mais qu'il faut y aller. Enfin, il faudrait déjà en fait y être. Bien sûr. Alors, ce que vous expliquez est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'effectivement sur le numérique, nous n'avons pas fait de chapitre à part, proprement dit, et on retrouve un petit peu quelques propositions dans différents chapitres. Nous sommes, comme tous les Français d'ailleurs, percutés par tout ce qui est numérique, dans nos habitudes, à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi vis-à-vis des habitudes de consommation qui évoluent. Vous le citiez, les plateformes, etc. Effectivement, l'économie traditionnelle, celle des PME et des TPE, est percutée par l'évolution du numérique. Et ce que nous proposons, par exemple, parce qu'il y a un vrai défi, c'est-à-dire que on le voit dans les entreprises qui commencent à devoir numériser, pour certaines qui l'ont déjà enclenché, la production. Avant, un robot c'était de l'ordre d'1 million d'euros l'investissement, donc pratiquement inaccessible pour la petite entreprise. Aujourd'hui, allez, aux alentours entre 400 et 500 000 euros, vous commencez à pouvoir numériser votre production. C'est en train de complètement changer la nature des entreprises. Moi, je voudrais qu'on revienne sur la fiscalité. Donc il y a un vrai défi, il y a un vrai sujet. François Asselin, oui. Quel est celui en fait? Je vais prendre le point à l'envers parce que sinon je vous connais, vous allez nous dire tout ça, ils étaient tous formidables. Qu'est-ce qui vous a déplu dans le programme? On va commencer par le premier, je crois que c'est Marine Le Pen. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans le programme de Marine Le Pen? Écoutez, dans le programme de Marine Le Pen, je ne suis pas un spécialiste de l'économie. Mais vous êtes un chef d'entreprise, donc ça je suis comme tous les Français, j'essaye de... Voilà. Et proposer une sortie de l'euro quand vous avez quand même en France 40%. Bah vous qui exportez beaucoup, parce que vous êtes donc ébénisterie, magnifique. Bien sûr, mais 45% des exportations françaises sont les PME. Oui, c'est-à-dire que 200 milliards. La chaîne qui exporte en France, quand bien même vous n'exportez pas directement, vous travaillez pour des entreprises qui peuvent exporter. Vous les cheveux sur la tête. Attendez, c'est un risque qu'on ne voudrait pas courir, quoi. Imaginez que ça ne fonctionne pas, mais c'est une catastrophe, quoi. Quand on parle de rétorsion, je posais la question ce matin à Madame Le Pen, elle disait il faudrait mettre une taxe de 3% sur les produits d'importation pour financer les bas salaires. Ok, mais dans un monde globalisé, quand vous mettez 3% de taxes sur les importations, il y aura en face une répercussion, c'est évident. Alors moi, écoute, je l'ai interrogé, sauf que sur BFM TV, je l'ai interrogé hier sur ce sujet, oui. Sur cette histoire de... Je lui dis, mais les 25 produits les plus consommés par les Français ne sont plus fabriqués en France. Et là, elle a quand même répondu que ils n'étaient pas débiles. On ne sait pas d'où sort ceci. Entre guillemets... Lequel? Les 25... c'est moi qui voulais... c'est moi qui voulais donner. Je vous citerai la source. Et effectivement, ce qu'elle dit, c'est qu'elle ne taxerait pas les produits qui sont importés et qui ne sont plus fabriqués en France. C'est ce qu'elle a répondu hier. Basket, c'est-à-dire un téléphone. Alors qu'est-ce qu'elle va taxer, vous voyez Voilà, tout ça, c'est des questions. Alors, je dis, nous sommes dans un monde extrêmement complexe. Je fais attention, et nous faisons attention, chefs d'entreprise, aux réponses simples à un problème complexe. Voilà. Et là-dessus, on est quand même dubitatif. Alors ensuite, la sortie de l'euro, ça vous effraie, bien sûr. Je vais prendre juste comme ça. C'est vrai que c'est un peu superficiel, mais ça permet comme ça un peu de voir un peu les aspérités des uns et des autres. Si on regarde le programme d'Emmanuel Macron, c'est quelque part un peu la fin du paritarisme, lui. Parce qu'il propose de mettre la main sur l'assurance chômage. Vous êtes en pleine discussion autour de ça. Ça, vous êtes pour et supprimer le RSI. Ça vous va, ça vous va pas? Alors, Emmanuel Macron a quelque part, alors c'est la fin du paritarisme sur un sujet qui serait l'UNEDIC, puisque, comme vous le savez, il propose l'assurance chômage pour l'ensemble des actifs, qu'ils soient salariés, universels ou travailleurs indépendants, des gars comme moi. Nous ne sommes pas demandeurs. D'accord, vous n'êtes pas demandeur. On n'est pas demandeur. Il le propose, nous ne sommes pas demandeurs. Alors maintenant, comment tout cela peut fonctionner? Il faudrait rentrer dans les détails. C'est audacieux. Nous restons là aussi relativement dubitatifs parce qu'il faudrait aller un petit peu plus profondément dans ce dossier-là pour savoir comment cela peut fonctionner. En tout cas, il a une proposition qui est assez différenciée des autres candidats sur ce sujet-là. C'est pour ça que je la prends. Sur la réforme de la retraite. Pour vous, ça coûte rien. Écoutez, ça serait financé par l'impôt. Donc, mais quand on voit ce que coûtent les ruptures conventionnelles aux entreprises, par exemple... Oui, alors faut voir sous quels critères tout cela peut fonctionner, il faut voir combien ça peut coûter. Il faudrait rentrer plus en amont. Il faudrait rentrer plus en amont dans le dossier pour voir comment tout cela peut fonctionner. Oui. Dominique Roux, là-dessus? Oui, l'équipe qui est autour de Macron... Retraite de points, vous la connaissez bien. Il y a 4 membres du cercle des économistes, alors oui, attendez. Justement, j'allais en dire un mot. Les PME, pour eux,
Ils connaissent pas. Ils savent pas ce que c'est. Il y a un boulanger quand ils vont acheter les croissants dont ils connaissent pas le prix. Ah non, c'est pas eux. C'était un autre. Non, mais c'est ça. Leur truc, c'est le PME, c'est une espèce de truc sans grand intérêt. Et c'est d'ailleurs pour ça que ces professeurs ne parlent jamais de PME dans leurs cours. Il y a 6 jeunes sur 10 qui veulent rentrer dans les entreprises ou créer leur entreprise PME. Et on leur apprend jamais à faire un business plan, comment ils vont voir un banquier, comment il faut se présenter, etc. Ils se débrouillent comme ils peuvent. Et en plus, je suis inquiet par ces politiques qui connaissent pas bien le secteur. Il y a un économiste qui s'appelle Edward Prescott qui a eu le prix Nobel en 2004 et il dit il faut quand même se méfier parce que en politique il faut de la cohérence temporelle. Il faut être crédible, c'est-à-dire il ne faut pas changer tous les 8 jours, tous les 15 jours la décision qu'on a prise. Ça risque de changer parce que il y a aussi la retraite à points. Vous êtes favorable, pas favorable? Vaste question. On ne peut pas répondre par oui ou par non. C'est-à-dire qu'un tel projet, d'abord c'est sur 10 ans qu'il faut le dérouler, un tel projet, parce que ça vient complètement percuter l'organisation de la société d'après-guerre au niveau de la retraite. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, finalement, à l'arrivée, il n'y aura plus de régimes spéciaux, ce qui plutôt est une bonne chose en ce qui nous concerne. Maintenant, comment tout cela peut fonctionner? Il faut rentrer vraiment dans le détail. C'est un vrai sujet. La réforme est audacieuse. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que finalement, nous rentrions enfin dans des débats de fond autour de l'économie, autour des PME. Et ça, c'est vraiment ce que nous attendions. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça, puis il y a aussi, lui, il propose de supprimer le RSI, le fonds dans le régime général. Là-dessus, vous avez, même si c'est une PME, est-ce que vos adhérents ont une... Alors, une chose est sûre... Un mot rapide, parce qu'après, il y a là, c'est que le RSI, c'est 3 lettres. Quand bien même le RSI se mettrait à bien fonctionner, je crois que ces 3 lettres ont tellement... Voilà, c'est peur, que c'est mort, oui. Donc, il y aura déjà un travail marketing à faire, mais au-delà de ça, il y a un travail de fond. C'est-à-dire que les indépendants, mine de rien, restent attachés à leur régime. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent, ils sont d'autant plus attachés qu'ils veulent un régime qui fonctionne. Donc, faisons en sorte de le faire fonctionner, et là, on arrêtera en fait ce RSI bashing que nous connaissons. Alors, il y a une grande divergence de fond, et après vous répondrez, mais on va faire rapidement demander à Dominique et à Emmanuel ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'il faut prolonger le CICE? Est-ce qu'il faut une baisse massive de cotisation? Évidemment, ça, je fais allusion au programme Fillon. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'à votre avis, c'est urgent ou pas? Dominique Roux, Emmanuel Le Chypre. Je ne sais pas quoi répondre, c'est très urgent ou pas, je ne sais pas quoi dire. Est-ce qu'il faut maintenir le CICE ou est-ce qu'il faut une baisse massive des charges sociales? Si oui, moi je pense que c'est la baisse massive des charges sociales qui est le plus important, parce que la PME de 3 salariés ou de 10 salariés, toutes ces usines à gaz, ça la concerne de loin. Mais surtout, il faut que les mesures qui soient prises soient des mesures fortes, pas des mesurettes. On en a marre, c'est pour ça que l'économie fonctionne mal en France. La politique économique, je te baisse de 2%, mais ça change rien dans le fonctionnement. Alors, où on supprime, par exemple, les impôts sur l'emploi du premier salarié dans la PME, tout. Enfin, on supprime. On supprime les charges sociales. Ça marchait. Pendant 1 an, pendant 2 ans, et puis on voit ce que ça donne. Mais complètement, pas je les baisse de 5%. Et c'est ce qu'on fait très souvent pour pas avoir l'air je ne sais pas de quoi, mais il faut y aller. Des mesures. Quand on est médecin, on vous donne des antibiotiques, on vous dit pendant 8 jours vous les prenez, 3 comprimés par jour. Si vous en prenez la moitié, ça marche. Ça marche plus antibio. Emmanuel Le Chypre, vous, CICE, est-ce qu'il faut le proroger? Ça coûte très cher, le proroger en l'occurrence le temps de baisser les charges, mais ça ferait quand même pour l'État, ça aurait un coût. Pour le coup, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui transforment le CICE en baisse de charges. Il y a ceux qui le maintiennent, mais alors sous condition. C'est le cas de Benoît Hamon, par exemple, en fonction des engagements que prendront les entreprises. Encore une fois, mais on reste là pour le coup dans la continuité des politiques de baisse de charges. Alors oui, il y a encore à gratter un peu au niveau du SMIC. Il y en a qui enlèvent tout finalement, quasiment au niveau du SMIC. Et encore une fois, ça dépend quel est l'objectif. Est-ce qu'on veut créer des emplois non qualifiés? Mais encore une fois, on reste dans des politiques assez court-termistes en fait. Alors vous, la réponse du patron des PME et aussi accessoirement patron d'une PME. Dans cette matière, surtout ce qu'il faut, une bonne fois pour toutes, vous le disiez, de la stabilité, de la lisibilité et de la cohérence. C'est-à-dire que ce que nous voulons, c'est une bonne fois pour toutes inscrire le fait qu'il faut que les entreprises soient dans la moyenne des charges des autres pays européens. Point. Et pour cela, pourquoi pas effectivement fusionner le CICE avec les autres aides d'allègement sur les salaires pour faire en sorte que cette baisse de charges soit stable, qu'on ne revienne plus dessus. Et d'ailleurs, sur ce point-là, aussi bien du côté d'Emmanuel Macron
que de François Fillon, on retrouve pratiquement les mêmes mais il y a beaucoup de mesures communes. Hein. Voilà, beaucoup de mesures communes. La fiscalité du capital, par exemple. Non, exactement. non, Ils sont assez Emmanuel Macron, il taxe parce qu'il soumet à la CSG la fiscalité du capital. Donc, il alourdit le coût du capital. Oui, mais ils sont grosso modo, ils passent tous à une taxe à 30%. 30% sur le capital, tout à fait, oui. Global. Alors la surprise quand même, il faut le noter, ce matin, c'est l'annonce d'Emmanuel Macron. Je lui ai fait préciser que si bien sûr il était élu président de la République, en 2018 il y aurait la baisse des charges avec la fusion des allègements actuels, CICE, allègement Fillon, et en plus le CICE qui viendrait s'imputer puisque 20 milliards. Voilà, donc ça fait 20 milliards de plus. C'est une précision de taille. Là, c'est sûr qu'il va falloir financer 20 milliards de plus d'allègement de charges sur une année. Oui, parce que c'est ça, pour expliquer, parce que c'est un crédit d'impôt en fait, le CICE. C'est-à-dire donc il n'y a pas de reçoit le CICE en N+1 par rapport au calcul de l'année N. Vous voyez bien qu'on est en train de discuter sur sur les curseurs, là. Des curseurs, etc. Baisser les charges, point. Exactement. Alors, vous demandez instaurer un taux réduit d'IS pour la fraction des résultats réintégrés dans les capitales des PME. C'est drôle, ça, parce que c'est une mesure un peu de Jean-Luc Mélenchon. Qui est justement, il ne faut pas taxer de même manière les résultats versés comme dividendes et ceux qui sont réinvestis. Je suis très heureux que M. Mélenchon ait contracté une excellente maladie qui est le fait qu'il faut renforcer les capitaux propres des PME. Il faut le comprendre, voilà. Et l'idée qu'on a, qui est toute simple, on la porte depuis des années, c'est de dire, pour l'argent qui est gagné dans l'entreprise et qu'on laisse dans l'entreprise pour solidifier les capitaux de l'entreprise, le haut de bilan, mettons un taux réduit d'IS et ça, au bout de quelques années, vous aurez des PME qui seront financièrement plus solides qu'elles ne sont aujourd'hui. Parmi les grandes mesures, il nous reste 2 minutes, donc ça va assez vite, mais c'est intéressant comme ça de voir, de picorer un peu dans les différents programmes. Dominique Roux, est-ce qu'il faut supprimer 35 heures ou pas? Ou de toute manière, ça n'a plus d'importance aujourd'hui? De toute façon, dans les PME, il y a longtemps qu'ils les ont supprimés, sans le dire ou en le disant, mais il y a longtemps qu'ils travaillent plus de 35 heures. Emmanuel? Non, pas du tout, c'est pas un sujet. D'ailleurs, c'est même pas un sujet qui rentre dans les 2-3 premières préoccupations des chefs d'entreprise. Eh bien, François Asselin, c'est une préoccupation pour vous? C'est plus une préoccupation, je vais vous dire, de la sphère publique que du secteur marchand. Pourquoi? Parce que ça fait partie de vos propositions. Oui, ce que nous disons, c'est que nous voulons pouvoir organiser notre temps de travail d'une façon la plus souple possible. C'est-à-dire que nous considérons dans les PME qu'il ne s'agit pas d'aller faire la poche de ses salariés. C'est pas du tout ça le sujet. C'est-à-dire que quand on a beaucoup de travail, il faut qu'on puisse répondre à la commande. Voilà. Et si pour répondre à la commande, il faut qu'on fasse des accords compliqués à poser en termes juridiques et avec les représentants du personnel, ça ne fonctionne pas. Il faut que nous soyons là-dessus. Et d'ailleurs, dans les PME, c'est pas un sujet avec le personnel. Bien souvent, on arrive toujours à s'entendre sur le planning. Sauf qu'il faut que le droit du travail nous permette de faire, entre guillemets, ces accords de façon la plus souple possible. Donc vous êtes pour l'abrogation de la loi sur les 35 heures. Ce que nous sommes, c'est que légal. Premièrement, nous ne sommes pas pour la loi de la jungle, c'est-à-dire que dans les toutes petites entreprises qui soient abritées par un accord de branche pour pas faire tout et n'importe quoi, c'est important, et que dans les PME, on a la capacité de négocier, qu'on nous laisse négocier d'une façon la plus libre possible et la plus fluide possible notre temps de travail. On la loi travail. Le sujet, pardon. On supprime la loi travail. La loi travail, vous savez, à l'arrivée, c'est 238 pages supplémentaires dans le Code du travail. Donc, lorsqu'on a voulu simplifier, j'aime mieux vous dire qu'à l'arrivée, essayez par exemple de savoir comment fonctionne maintenant l'inaptitude dans l'entreprise. J'aime mieux vous dire que si vous n'êtes pas spécialiste en droit social, vous allez avoir beaucoup de difficultés. J'ajoute un petit point très intéressant, c'est que vous êtes pour le développement du travail à temps partiel. Et moi qui suis professeur, c'est très important pour les jeunes. Ils ne peuvent pas travailler à temps partiel aujourd'hui, c'est trop compliqué. Il y a des réglementations, etc. Et puis pour les vieux aussi, qui ont peut-être envie de compléter leur retraite avec un petit boulot parce que j'ai une compétence. Et ça, j'ai trouvé que cette idée était intéressante. Bien sûr, aujourd'hui, le travail est contingenté. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes plus rassurés ce soir que ce matin, après avoir auditionné les candidats? Enfin, pas tous, mais une partie. On sera rassuré quand on verra des décrets d'application consécutifs à des projets de loi qui vont porter nos mesures. Merci François Asselin, président de la CPME. Merci Dominique Roux du Cercle des économistes. Merci Manuel Lachif de BFM Business. Voilà, tout de suite les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. Nous on se retrouve bien sûr demain, 12h30, 18h30. Bonne soirée.